Christophe sur France Maghreb 2. L'émission de référence s'appelle le LGF, c'est parti, voici le programme. Mardi 21 septembre, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 avec au programme dans un instant notre invité. Il est journaliste, il est réalisateur du film documentaire Gaza, balle au pied. Vous allez voir, en fait, il a suivi une équipe de foot amputée pour venir affronter en France, justement l'équipe de France. Il a suivi la préparation et ça a donné donc lieu à ce film. Il s'appelle Iyad Al-Astal, il sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Il est en tournée avec ce film jusqu'au mois d'octobre. On en reparlera dans quelques instants. La vaccination pour les enfants, on en parle de plus en plus puisque Pfizer a dit que ça ne comportait aucun risque pour les 5-12 ans. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, à cette vaccination? Puis je vous donnerai quelques chiffres avec un nombre de classes fermées. Bon, ça représente 1% des écoles en France, mais quand même, c'est toujours bon à noter. Et puis, nous parlerons d'une petite phrase signée Xavier Bertrand qui accuse Emmanuel Macron de se servir du chéquier de la France pour faire campagne. Eh bien, on verra si c'est vraiment le cas avec des annonces d'aide qui ont été faites récemment par le gouvernement. Tout cela, on va en parler détaillé avec nos chroniqueurs ici présents, comme d'habitude, pour débattre en toute tranquillité avec Madame Nadia Cherif qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bonjour à tous, très bien. Toujours dans le monde associatif, mais notre Nadia. Toujours. Pas très loin du monde financier aussi. Aussi. Et Rudy Kazi Matsika est avec nous. Comment ça va mon Rudy? Ça va bien et vous? Ouais, très très bien. Alors toi, tu as plusieurs casquettes, conseil municipal, le CBIF. C'est ça, l'AEF. L'AEF. L'Association des élus de France, le CBIF, effectivement, le collectif des élus binationaux. Voilà, c'est ça. Et bien près du micro, mon Rudy. Et Ali, notre directeur commercial. Comment ça va mon Ali? Eh ben bien. Très bien. Oh, toi, t'entends bien, toi, c'est impeccable. Soyez les bienvenus, les amis. C'est parti sur France Maghreb 2. Avec, eh bien, écoutez, on va démarrer. À quelle heure là? Hop, c'est bon, on a le temps de faire le quiz. C'est parti, le quiz. Nadia, Rudy, Ali, c'est parti. Le quiz. Attention, voici la première question. Quel boxeur devient champion du monde des poids moyens en 1948? Marcel Mohamed Cerdan. Ali. Marcel Cerdan est une bonne réponse, monsieur Ali. 48, c'est un peu chaud. Premier point. De 15... Quand même. Deuxième question. De 15 à 17 ans de prison requis contre quel acteur accusé d'enlèvement, séquestration et tentative d'assassinat? Acteur français. Oui. Il a joué dans Pattaya, Taxi 5. Sami Sami Nasseri. Nasseri. Ah oui, Non, du tout. Pas la série. Non, c'est pas la série. Oh mince. Laissez-le tranquille pour une fois qu'il a rien fait. Taxi 5. Ouais, il a joué dans Taxi 5 et dans Pattaya. Alors là, C'est pas des films que Il j'ai a vus. été accusé pour avoir enlevé le compagnon d'une ex-petite amie à lui. C'est Gaston Bide de Taxi 5, c'est pas lui. oui, c'est Gaston. Je parle d'un acteur, moi. Bah il est acteur aussi, Gaston Bide. Non, mais c'est pas lui. Ça s'est passé à Évry. J'en sais rien. Pas d'idée? Non, Saïd Bogota, vous connaissez? Pas non, du tout. pas du tout. Ah, Je connais Bogota, mais c'est Bogota. Saïd Bogota, voilà. Saïd Donc Bogota, de 15 à 17 ans de prison ont été requis contre lui pour les chefs d'accusation que je viens d'énoncer. Troisième question, aucun point marqué sur cette question. 2001, explosion d'une usine faisant 31 morts, vous vous en souvenez, plus de Oui. 2000 blessés. Dans quelle ville? Bordeaux. Non. Toulouse, vas-y. Oui, Toulouse, Ouais. monsieur Ali. Bonne réponse. On en a assez parlé quand même, Rudy. Voyons. La ville J'ai rose, confondu en fait. Bah oui, mais bon, voilà. Faut être bon. 2 points pour notre Ça ami Ali. m'arrive aussi. Attention. Sur quelle île espagnole un volcan est entré en éruption? Tenerife. Canaries. Les Canaries est une bonne réponse. C'était pour la première fois depuis 50 ans à Las Palmas, dans les Canaries, effectivement. Ça a provoqué quand même pas mal de dégâts. Ouais. Donc voilà. Ça nous fait 3 points pour notre ami Ali. Attention. France Télé a annoncé hier le nom du prochain parrain du Téléthon qui se déroulera du 2 et 3 décembre prochain. Qui est-il, ce chanteur, rappeur marseillais? Akhenaton. Soprano. Soprano? Akhenaton. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien voici pour preuve. Soprano. C'est Soprano. Bonne réponse de notre ami Rudy Kazi. Il sera le prochain parrain du Téléthon. C'était facile. Oh,
facile, fallait le trouver, hein. Il est marrant, lui. Oh, j'aurais pas dit Jules. Hein. C'est pas le profil. Voilà, Sopram Baba, évidemment. Bon, alors, attention, il nous reste 2 questions. Pour l'instant, c'est Ali qui est devant tout le monde, avec, donc, pour l'instant, 3 points. 1 pour notre ami Rudy Kazi. 6e question. C'est le Kikadi. Notre politique très dure contre les drogues ne fonctionne pas. Darmanin. Non, c'est une ministre, une femme. Mais qui est-elle? Hidalgo. Non, elle n'est pas ministre, Hidalgo. Ah, Pas encore. C'est vrai. Elle était l'invitée de Bourdin hier matin. Je vois pas. Ça sèche, hein. Ça sèche. Elle est ministre de la transition écologique. Ah oui, c'est Muriel. Non, c'est pas Muriel. Ah oui, elle était hier matin. Barbara de son prénom. Pompili. Bonne réponse de Rudy Kazi. La légalisation du cannabis, vous êtes favorable aussi? Ça fait partie des mesures qu'on veut mettre au débat parce que quand on a vous une voulez politique mettre qui ne marche cette pas, mesure sur la table. Voilà, quand on a une mesure qui est une politique qui ne marche pas depuis des dizaines d'années, depuis des dizaines d'années, on a une politique très dure contre les drogues et contre le cannabis, et on est les premiers consommateurs en ce qui concerne la jeunesse en Europe. Donc ça veut bien dire que ça ne marche pas. Moi, je suis très pragmatique. Ce que je souhaite, c'est qu'on trouve une solution qui fonctionne. Est-ce que la légalisation peut faire en sorte qu'on puisse réguler la consommation du cannabis, gérer mieux la question des trafics aussi, en parallèle avec ce qui est fait par mon collègue Darmanin sur la sécurité, parce qu'il faut faire les deux. Je crois que ça mérite d'être posé. Voilà, Barbara Pompili sur la légalisation du cannabis. Faux débat. Quoi? C'est un faux débat, la légalisation du cannabis. Pourquoi faux débat? Parce que c'est pas en légalisant le cannabis qu'on va arrêter la diffusion du cannabis. C'est un débat, voilà. On est à 3 partout, c'est ça? Ou 3-2? 3-2. Non, 3-2. Attention, tout va se jouer dans la prochaine question. Victoire de Ali ou égalisation de Rudy Kazi. Eh bien, vous le saurez. Un point de Nadia. Bah oui, pourquoi pas. Ou un point de Nadia. Bah oui. Vous le saurez dans un instant. Misogyne. Juste après la petite pause qui s'impose sur France Maghreb 2. Pas sympa, hein. Pas mal le suspense. D'ailleurs, la question vaut 4 points. Le plus du LGF qui sera consacré au gifleur qui est sorti de prison. Vous savez, celui qui avait giflé Macron. Tout à fait. Il ne regrette absolument rien. On en reparle dans un instant. Le LGF avec Nadia Sherif, Rudy Kazi et Ali qui sont avec nous aujourd'hui en plein quiz. Et nous sommes en plein suspense pour cette dernière question. Le premier point de Nadia. Rudy a pris des forces, il a mangé des gâteaux. Rudy Kazi qui risque d'égaliser ou victoire de Ali. Tout va se jouer sur cette question que voici. 69% des 12-18 ans sont primo-vaccinés. C'est félicité, quel ministre? Blanquer. Blanquer est une bonne réponse. C'est très important qu'on continue la dynamique qui est en route. On est en train de dépasser 69%, on est pratiquement à 70% donc, d'élèves de 12-17 ans qui ont eu déjà une première injection. Et il faut continuer ainsi, puisque on sait bien que c'est cette augmentation de la vaccination qui est en train de créer en ce moment en France, tous âges confondus, une baisse de l'épidémie. Blanquer est une excellente réponse et notre champion du jour s'appelle Monsieur Ali, vainqueur du quiz. Belle victoire de notre ami Ali. Bon, il est content Blanquer, hein, et les 12-17 ans sont primo-vaccinés, 69%, très bon résultat selon lui. On parlera de la vaccination tout à l'heure des 5-12 ans, parce qu'on en parle. C'est Pfizer qui nous a dit que ça ne comportait aucun risque. On l'a fait en Israël, donc ce qui se fait là-bas arrive souvent par chez nous par la suite. Il va falloir s'y faire les amis. Tout de suite, c'est le plus du LGF. Le plus du LGF avec, vous vous en souvenez évidemment de ce monsieur qui avait giflé le président de la République lors d'un déplacement en province. Ce dernier avait fait 3 mois de prison, il en est sorti. Et il est invité à la télévision, hein, comme quoi dans ce pays on met une gifle et après on est invité partout. Oui, C'est en faisant n'importe quoi. Alors, il était l'invité hier de TPMP, l'émission de Cyril Hanouna. Voici ce qu'a dit le gifleur. Vous dites ne pas regretter?
Non, je n'ai aucun regret. Non. Il n'y avait aucun regret? Non. Vous le Surtout au vu referiez? de la situation actuelle avec le pass sanitaire. Vous le referiez? Le Gloubi-Boulga, quoi. Mélange tout. Allez, mélange Un Gloubi-Boulga, où il y aurait un Gloubi-Boulga. Bah, tout, en fait, Qui est le responsable des décisions dans ce pays? Est-ce que c'est le peuple? Non, mais est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est le président qui décide? le Gloubi-Boulga. On est quand même dans une république où c'est le président qui décide. Il ne regrette rien, c'est ce qu'il a martelé hier devant les chroniqueurs TPMP qui étaient absolument choqués. Mais surtout, Évidemment. Qu'avez-vous à lui répondre, Nadia Cherif, à ce gifleur? Non, mais il a quand même écorné l'image du président de la République, qui est le président de tous les Français. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il représente quand même une institution et on lui doit le respect. Mais ce qu'il faut signaler également, c'est que le président de la République n'a pas porté plainte. Oui. Et c'est Le important. président de la République n'a pas porté plainte, tu fais bien de le rappeler, effectivement. Mais ceci étant, voilà, il a fait quand même 3 mois de prison. C'était à la demande, je crois, du préfet d'ailleurs. De la durée de la peine. Tu la 3 trouves mois. juste ou pas assez? Non, ou... pas assez. Bah, Parce que, vu que c'est un président. sincèrement. Vu que c'est un président, c'est vrai qu'on s'attend à une peine un peu plus importante. Mais oui, son acte est répréhensible. Il a été en tout cas écroué pour avoir giflé le président. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Mais je trouve par contre l'émission, le contexte de l'émission et l'ambiance générale un petit peu délétère, quoi. Parce qu'on invite la personne, finalement, j'ai l'impression qu'ils l'ont invité pour se moquer de lui. On entend des rires. Voilà, il y avait quelque chose de méprisant dans ce que j'ai entendu. J'ai pas vu l'émission, mais j'ai l'impression que de l'ambiance générale, c'est ce qu'il en ressort. Et en fait, moi, ça me dérange en fait cet aspect des choses. Pourquoi? Parce que certes, il a frappé le président. Il a pris une peine, il allait en prison pour cela. Mais est-ce qu'on s'interroge sur ce qui peut pousser Un soufflet, voilà. a-t-il dit. Ah oui, bon, effectivement. En tout cas, ça reste un acte répréhensible. Mais est-ce qu'on s'interroge sur ce qui peut pousser une personne à gifler le président? C'est un acte répréhensible, il n'y a pas de souci. Mais faut se placer aussi du point de vue, je pense, des Français de façon générale, des Français qui trouvent que notre politique ne reflète pas suffisamment l'intérêt des Français et de la population, pour essayer d'en fait de décortiquer ce que le sens de l'histoire nous instruit de ce type de comportement, comme ça peut être le cas pour les gilets jaunes, les affrontements avec la police, etc., etc. Et le cadre de l'émission, c'est une réaction finalement à ce que subit les gilets jaunes, à ce que subit les Français. Oui, et que, mais c'est voilà. ça en fait. Maintenant, après, il s'agit pas d'accepter ce qu'il a fait. Il a eu tort de le faire et personne peut accepter ça. Mais par contre, dans l'analyse des choses, faut pas être dans l'analyse binaire à se dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Je parle pour sur les gros plateaux télé, mass média, etc. Il s'agit en fait de s'interroger sur ce qui peut pousser une personne lambda à agir de la sorte et le sens des responsabilités dans lequel devraient se trouver nos politiques pour éviter en fait que un mécontentement basé sur des choses réelles, constatées et véridique, le recul de la France dans l'économie, la régression du soutien social pour les personnes qui en ont le besoin, etc. Un espace économique qui n'évolue plus, etc. Toutes ces choses en fait qui font que la France recule, le niveau d'insécurité et tout, c'est ça qui gronde en fait auprès du peuple et je trouve que on n'interroge pas cet acte-là au travers de ce que nous dit effectivement dans la société ce genre de choses. Alors après le plateau d'Hanouna, franchement, il a pas brillé par par son intelligence, quoi. Oui, enfin bon, tout est relatif. Ali, qu'as-tu à répondre au gifleur qui ne regrette rien, son geste? Sincèrement, moi, ce qui m'embête, c'est que je comprends pas ce type-là ou ce garçon. Il a été écroué, donc il a subi la peine. Et comment cela se fait-il qu'on lui donne droit à la parole sur des médias? Ça te choque, toi, qui sont invités sur les plateaux de télé? Ça me choque. Mais bien sûr, ça me choque. Si moi, demain matin, je vais aller voler une banque. Chez Hanouna, ça te choque pas qu'il passe Non, mais donc ça veut dire qu'effectivement, pour faire de l'audience, moi, je vois pas quelle est la finalité, sincèrement, d'inviter un type comme ça sur un plateau télé. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Il va nous expliquer qu'il est énervé, qu'il n'est pas content. Ok, bon, moi aussi, je suis pas content. Expliquer pourquoi il a fait le geste. Non, mais par contre, son explication, elle est intéressante. Quel est le signe? Ouais, mais peu importe. Quel est le signe qu'il a fait pour ceci ou cela? Ouais, mais à la limite, il a le droit. Je pense que s'il a fait ça, il a une justification. Mais on n'a pas, je pense pas aujourd'hui, sincèrement. Non, il n'a pas le droit de gifler le président. Il n'a pas le droit de. Ouais, mais lui, il le justifie. Il peut justifier comme il a envie. Mais lui donner un plateau télé, lui mettre des animateurs autour pour faire de l'audimat et comme tu disais toi, tout en sachant que les animateurs autour, comme s'ils allaient
cautionner ce qu'il a fait. Sincèrement, franchement, je trouve qu'on est pour vraiment en donner un régression spectacle. vers le bas, vers le bas, vers le bas. Aujourd'hui, les médias Il y a un côté ils ne véhiculent pas une information justement qui puisse aider les Français à avoir une vision moi, plus je claire. prends l'exemple d'un jeune de 14, 15, 16, 17 ans. On est comme dans les réseaux sociaux. Pour être connu, il faut pour passer à la télé. Voilà, c'est l'image que ça renvoie. Je suis d'accord. Moi, c'est un peu comme Rémi Gaillard à l'époque qui disait que je suis contre ça parce que en faisant n'importe quoi qu'on mais devient quelqu'un, quoi. mais Rémi Gaillard, l'avantage c'est qu'il nous fait énormément rire. Oui, c'est un satire. Et c'est son travail, lui, quelque Bon, part. alors c'était le plus de l'info. Voilà, on va pas passer 3 heures là-dessus. C'était le boxeur, voilà, pas le boxeur, non, le gifleur, pardon. C'est pas la même chose, qui ne regrette rien. Son geste d'Emmanuel Macron. Notre premier invité, il est avec nous. Il est journaliste, il est palestinien. Il est aussi réalisateur pour nous présenter ce film documentaire qui s'appelle Gaza, balle au pied. Je vous propose d'accueillir Iyad Alastal. Bonsoir, monsieur Iyad Alastal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, votre histoire est vraiment très intéressante, monsieur Iyad Alastal, puisque vous êtes, je le rappelais, donc journaliste, vous êtes réalisateur palestinien venu de Gaza. D'abord, première question, j'ai envie de dire comment va Gaza aujourd'hui, monsieur Alastal? Aujourd'hui, vraiment, on vit à Gaza, c'est comme toujours. Vraiment, on vit vraiment entre la vie et la mort, malheureusement, de dire ça. Ouais. Mais en fait, vraiment, on vit vraiment dans des conditions très, très compliquées à cause vraiment de l'occupation israélienne, le blocus imposé depuis plus de 15 ans. Et malgré tout ça, mais il y a quand même la vie qui continue. Donc il y a des gens vraiment qui vont à l'école, des étudiants qui vont à l'école, des gens qui vont au travail. Ouais. Donc la vie continue à Gaza malgré tout, malgré les agressions israéliennes, le blocus, parce qu'en fait on est vraiment attaché à l'espoir et à l'avenir. Alors pour parler de ce film, c'est fin juin 2019 et à l'initiative d'un collectif Palestine du côté de Martigues, on est dans le sud de la France, une équipe de football amputée de Gaza, c'est important, était accueillie donc en France pour des rencontres amicales avec l'équipe de France de football amputée elle aussi. Et le journaliste que vous êtes, vous les avez suivis, vous avez suivi les Gazaouis avec votre caméra et ça a donné lieu donc à ce film, donc Gaza, balle au pied. Comment ça s'est passé, monsieur Alastal? Racontez-nous. En fait, l'idée de ce film, c'était vraiment né à la suite vraiment d'une initiative qui était lancée par collectif Martigues Palestine et l'association Corsica Palestina, l'association qui m'avait prise en charge pendant presque 2 ans quand j'ai fait mes études là-bas en Corse, à l'IET de Corse. Donc voilà. Et en fait, à la fin de 2018, j'étais présent aussi ici en France pour présenter un film qui parlait sur une journaliste, sur une secouriste palestinien qui était assassiné par l'armée israélienne. Donc, quand on était allé vraiment à Martigues, donc il y a eu vraiment l'idée de faire quelque chose avec les sportifs de Gaza. À l'époque, c'était vraiment les débuts de la marche de retour. C'était voilà, c'est produit après donc une génération des amputés à Gaza. Cette génération, donc, des jeunes palestiniens, voilà, qui sont devenus amputés à cause des snipers israéliens. Donc, ces jeunes palestiniens, voilà, ils étaient amputés, ils sont devenus handicapés et amputés à cause des tirs de l'armée israélienne. Donc voilà, le collectif Martigues Palestine, il a nous proposé de faire quelque chose pour ces jeunes et surtout c'était vraiment à l'époque la création ou l'inauguration d'une association des footballeurs amputés à Gaza qui ont formé plusieurs équipes des amputés à Gaza pour jouer le football parce qu'en fait c'était vraiment un moyen très 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 bon et très aussi très bon moyen comme ça pour les intégrer dans la société palestinienne. Et pour cela, le collectif Martigues Palestine et l'association Corsica Palestina, ils ont décidé de faire venir cette équipe de footballeurs amputés pour jouer contre l'équipe de France. Et moi, j'étais le coordinateur de ce projet parce qu'en fait, je suis francophone et je m'entends très très bien. Et j'ai pas mal vraiment de relations avec ces deux associations, deux collectifs. Donc voilà, j'étais vraiment à la fois le coordinateur de projet et j'étais aussi dans mon métier comme réalisateur. Donc j'ai profité de cette occasion. J'ai suivi 4 footballeurs de Gaza, leur vie quotidienne, leurs activités de sport, etc. à Gaza. Après ça, je suis les mêmes
personnages, les mêmes 4 personnages ici en France. Donc j'ai pu vraiment documenter leur découverte pour la France, les solidaires ici en France, les pro-palestiniens, et une culture qu'ils n'ont jamais vue. Donc vraiment à travers de mon tournage à l'époque, j'ai vraiment constaté que ces gens vraiment ils sont très très attachés à la vie. Ils ont beaucoup d'espoir malgré leurs handicaps. Ouais. Ils étaient vraiment toujours attachés à Gaza malgré qu'ils étaient bien entourés ici en France et ils se trouvaient dans un lieu confortable. Ouais. Mais voilà, il y avait toujours le chagrin, la nostalgie pour Gaza. Et donc voilà, ce film, je vois vraiment qu'il va réussir parce qu'en fait il y a ces aspects vraiment de témoignage, de résilience aussi chez ces jeunes footballeurs. Vous êtes passé par Ajaccio, Bagne, Annecy, qu'est-ce qu'il y a, Martigues, Gardanne, absolument. Et ça a donné lieu donc à ce film donc qui s'appelle Gaza balle au pied. Question toute bête, Monsieur El Astal, comment on fait pour jouer au foot quand on est amputé? C'est donc il y a comme il y a des règlements spécifiques pour le football, pour le basketball, pour le handball. Donc il y a des règlements spécifiques aujourd'hui pour le football des amputés. Ouais. Donc ce sont des joueurs qui jouent avec des béquilles. Ils devraient malheureusement être amputés les pieds par exemple, les pieds. Et sinon le gardien il a un seul main. Donc donc toute l'équipe ils sont vraiment handicapés. Et donc voilà, ils jouent pas avec des prothèses, mais ils jouent avec des béquilles, mais malgré cet handicap, ils sont vraiment déterminés et attachés dans ce sport. Quel est le but de ce film, Monsieur El Astal, vraiment en finalité, de filmer exactement la préparation? L'objectif pour ce film, vraiment, c'est multi et c'est le double. Ouais. Donc le premier, c'est vraiment de montrer vraiment la détermination et le courage des jeunes Palestiniens. Surtout quand on est handicapé et amputé, parce que en fait ça n'a rien empêché vraiment ces footballeurs vraiment ces jeunes de continuer leur vie à cause de l'handicap. Et le deuxième chose, c'est connu, c'est répété dans le monde entier, la situation des handicapés, et on connaît bien d'où vient vraiment leurs handicaps, soit des accidents, soit à cause des accidents, soit à cause de la naissance et déformation de leurs gènes, Mais en fait, c'est plus le cas ici à Gaza. Donc aujourd'hui, on parle des handicapés qui ont eu des accidents, mais il y a aussi ces handicapés, ils sont devenus comme ça à cause des tirs de l'armée israélienne. Donc on essaie vraiment une manière de sensibiliser quoi. Vraiment leur cause, leurs histoires, leurs témoignages. Et donc voilà. Ouais, c'est une manière de sensibiliser. Qu'est-ce que tu penses, ma chère Nadia, de ce film qu'on peut aller voir, puisque vous êtes en tournée, on en parlera dans un instant, du 21 septembre au 28 octobre. Nadia, c'est un film qui peut t'intéresser, Nadia? Bien sûr, parce que la thématique est là, et puis justement, c'est une partie du monde qui, malheureusement, on entend parler de cette partie du monde de façon blessante, sanguine, etc., etc. Donc le fait d'en entendre parler et de voir un film positif, qui parle bien sûr de personnes qui ont vécu des choses difficiles, parce que l'amputation, je pense que évidemment c'est dû à quelque chose, mais à côté de ça, en faire une force et retourner justement transformer. C'est un moyen de militer aussi quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc oui, allez le voir. Mais ma question, parce que j'allais poser une question. Vas-y, je t'en prie, Nadia. Est-ce que justement l'équipe gazaoui peut aller aux Paralympiques au JO? Parce que j'ai pas entendu parler de l'équipe bonne question. gazaoui. Non, mais pour ma culture personnelle. Monsieur Lastal, est-ce qu'on pourra aller voir aux Paralympiques les gazaouis? Bien sûr. Donc en 2022, l'équipe palestinienne, elle va aller participer aux Jeux de Coupe du Monde pour le football amputé en Turquie.
je pense, à Istanbul ou peut-être dans une autre région. Mais en fait, il y a le Coupe du Monde pour le football en beauté pour l'Asie, surtout, je pense. Ça va être en Turquie. Et donc, cette équipe, elle a eu la reconnaissance internationale de la Fédération internationale de football des amputés. Donc, elle est devenue aujourd'hui un membre efficace dans cette commission internationale. Et il est reconnu aussi par la commission paralympique en Palestine. Donc, il y a tout est prêt pour que cette équipe palestinienne représente la Palestine dans les forums, dans les Jeux olympiques et paralympiques, dans le monde entier. Rudy Kazi, une question peut-être pour notre invité, Monsieur Elastal, ou un commentaire rapide. Oui. Tout d'abord, moi, je me sens un peu concerné par le sport paralympique. J'ai un ami qui est dans l'équipe de France de CC Foot, qui est revenu donc du Japon. Et effectivement, par rapport à l'équipe de foot des amputés, il y a eu ce match effectivement qui je crois que c'était en 2019 qui a eu la tournée. Vous me corrigerez. Qui a eu aussi pour vertu quand même de mettre en lumière non pas seulement une équipe paralympique palestinienne qui est une première dans l'histoire, mais surtout en fait des Palestiniens donc dans l'équipe paralympique, mais qui sont des estropiés en fait de guerre en fait. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Alors que dans d'autres équipes, c'est souvent en fait donc des amputés, mais pour des accidents, etc. Je dis pas que c'est moins grave, bien évidemment, mais il y a une dimension effectivement un peu politique, enfin pas un peu, mais beaucoup politique en tout cas, à transmettre à transmettre en fait un traumatisme, à transmettre en fait une histoire qui peut se raconter d'une belle manière au travers des valeurs sportives du foot. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Vous l'assumez ce côté politique, Monsieur Elastal? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment à Gaza de presque 80 footballeurs amputés. 80 personnes amputées. Les équipes des footballeurs amputés à Gaza, ils sont aujourd'hui presque 5 à Gaza ou 6. Donc, ils sont en général 80 footballeurs. La majorité et la plupart, peut-être 95% parmi eux, ils ont devenu handicapés à cause des balles qui étaient tirés par l'armée israélienne à Gaza. Donc, quand on parle aujourd'hui, vraiment, on parle de cette équipe ou de cette génération, on parle de sport d'un côté et d'un autre enjeu politique. Ali, question pour Monsieur Elastal, journaliste réalisateur de ce film Gaza balle au pied. Ali. Avant tout, bravo pour vous, monsieur, parce que franchement, ce que vous faites, c'est excellent. Le football, effectivement, c'est un sport fédérateur. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi, alors c'est vrai quand on va sur le terrain géopolitique, vous avez réussi à avoir des parrains comme grands footballeurs, soit des anciens ou actuels, qui peuvent éventuellement vous parrainer au travers du film que vous avez fait ou au travers de leur présence lors de manifestations, lors de matchs? En fait, l'objectif vraiment de cette tournée, vraiment de mobiliser vraiment la cause des amputés en général et surtout les sportifs à Gaza, les sportifs amputés. Il y a 2 personnes qui m'accompagnent dans cette tournée, donc le président de l'association des footballeurs amputés à Gaza et un footballeur amputé et aussi représentant de l'Union des handicapés palestiniens. Donc voilà, l'objectif vraiment de faire vraiment des ponts, des partenariats avec des associations ici pour parrainer cette équipe, pour les aider, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sport en général en Palestine, il n'y a pas vraiment de vraie infrastructure des terrains, etc., pour que les footballeurs pratiquent leur sport. Mais et en même temps, pour les handicapés, c'est pire, c'est leur situation au niveau vraiment des moyens logistiques, donc c'est pire que le sport répété dans le monde entier. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment de vrais besoins pour soutenir ces footballeurs, pour les parrainer, pour les encourager, parce que ça va être aussi un objectif loin vraiment de sport. Ça va devenir un objectif humain que voilà, aider vraiment ces footballeurs, ça va vraiment leur permettre vraiment de s'intégrer, de se sentir comme s'ils sont valides. Parce qu'en fait, en leur permettant vraiment de jouer de sport, ils vont bien sûr oublier leur malheur, ils vont oublier la stress, donc c'est ça. Ouais. Alors vous êtes en tournée avec ce film du 21 septembre au 28 octobre, on va pouvoir le voir où ce film, Monsieur Elastal?
Donc il y a un sacré tournée qu'on lancera dès demain, dès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est l'avant-première du film, mais dès demain, donc il y a Lille, il y a Thionville, il y a Metz, Strasbourg, il y a Dijon, Clermont, Annecy, donc il y a une vingtaine de villes, on va presque faire d'escale dans 28 villes françaises pour représenter le film et toucher... Où ça, dans les cinémas, monsieur Lastal, ça va se passer où la projection du film? Aujourd'hui, le film, il va passer au cinéma Les 7 Parnassiens. C'est à 20h. Donc voilà, c'est ici à Paris. Est-ce qu'on peut retrouver justement les lieux, les dates sur un Facebook ou quelque part pour que nos auditeurs... Bien sûr, si vous tapez sur Google ou sur peut-être le site de l'UGFP ou l'ONG Française pour la Paix ou la Station France-Palestine Solidarité, vous allez trouver tout le planning et le timing pour les projections du film. Donc Dijon, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Lille. Pour les projections. Oui, très bien. Ça dure jusqu'au 28 octobre. Donc, vous pouvez vous rapprocher, du site USGP, donc, et également France-Palestine. C'est ce que vous tapez sur Google pour avoir l'ensemble des dates et de présence pour la projection de ce film Gaza, balle au pied, réalisateur Monsieur Iyad El Astal, qui était donc notre invité pour nous présenter cette formidable action d'avoir suivi donc cette équipe de Palestiniens venus de Gaza amputés, affronter l'équipe de France amputée avec une tournée, une préparation qui est passée de Ajaccio à Annecy, à Gardanne et Martigues aussi. Voilà, une belle tournée. Et voilà, c'est à voir, c'est magnifique. Ce geste, ce film documentaire a aussi une dimension politique, bien sûr, comme il l'assume totalement d'ailleurs pour le coup. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des sites en question pour aller assister à la projection de ce film. Merci beaucoup monsieur El Astal d'être passé par le LGF et France Maghreb 2 pour votre action que l'on salue. Merci. Évidemment. Bon courage. À très bientôt monsieur El Astal. Voilà, non mais c'est bien les gars. Super. Hein, franchement. Très, très bien. Bravo à lui en tout cas et bravo à cette équipe de football palestinienne qui est amputée. Vous avez vu, ça doit être quand même spécial à regarder quand même des footballeurs amputés qui jouent au foot comme ça avec leurs béquilles, etc. Franchement, ça, il y a des gestes techniques grande classe. Hein. Alors que par exemple pour le CC Foot, vraiment voir en fait des gestes techniques. C'est pour les miros, ça. C'est ça. D'accord. Les miros. Mais tu devrais t'y mettre. Les toi. aveugles. Mais tu sais que moi avec qu'est-ce que j'ai moi je devrais lui mettre mais parce que c'est grave intéressant. Moi mon pote qui est Yvon Wanji, il fait des ateliers de sensibilisation au moins 3-4 fois par mois où tout type de personnes viennent s'initier au CC Foot et franchement c'est vachement intéressant. Et t'as des gestes techniques très intéressants, mais à la différence du football donc des amputés, c'est que là t'as besoin en fait d'un genre d'aboyeur, quelqu'un qui crie pour t'aider à te situer sur le terrain, alors que les footballeurs amputés, eux, ils ont au moins une jambe pour pouvoir réaliser des gestes techniques parfois très beaux, des belles frappes en pleine lucarne. Franchement, en fait, tu retrouves en fait le type d'action sur le terrain comme un match du PSG avec une belle frappe de Lionel Messi, par exemple. N'est-ce pas Par exemple. Juste ça. C'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. Moi, je vois bien un footballeur qui serait peut-être intéressant. On a oublié de lui en parler, mais Cristiano Ronaldo, je pense que ça lui parlerait ce genre de choses. On le sait. Mais après, faut la cause palestinienne, par exemple. Faut l'approcher. Ouais, c'est ça. Il est très engagé. Mais tout ça, c'est des actes, c'est des plans de communication de fou avec pas mal de moyens pour arriver à toucher quelqu'un comme ça. Bon, dans un instant, Xavier Bertrand a dit que Macron se servait du carnet de chèques de la France pour financer sa campagne, en quelque sorte. A-t-il raison ou tort? Eh bien, on va passer en revue. Il a annoncé des chiffres. Bon, il n'est pas très loin de la réalité. Je fais le point dans un instant et on a débat avec vous au 01 40 33 9000 avec Rudy Kazi, Nadia Cherif et Ali qui sont avec nous aujourd'hui. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Madame Nadia Cherif qui est avec nous. Elle est là, bien présente. D'ailleurs, un coup de gueule ou un coup de cœur tout à l'heure? Sûr. À la fin de l'émission, il y a un coup de gueule, un coup de cœur à nous donner en moins d'une minute. Bien sûr. On va parler de quoi, ma chère Nadia, tout à l'heure? Ah tu veux que je commence avec Non, tu ne commences pas, tu me donnes juste l'intitulé. De quoi on va parler? Non, Elle veut pas spoiler. Non, je veux pas. D'accord. Rudy, tu veux spoiler ou pas? Non, mais on va parler d'un certain polémiste. D'accord. Ok. Voilà, qui se présente à une élection, une échéance importante. Ah non, il se présente pas pour l'instant. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais, point de suspension. Oui. Mon cher Ali, t'as un coup de gueule, un coup de cœur tout à l'heure? Je pense aussi, on va parler un peu peut-être du polémiste. Là, ah bon?
Ouais, vous n'allez pas en parler tous les deux. Ah non, pas du tout. Bon. Non, moi j'ai juste un fait à rappeler, à énoncer qui est marrant, c'est tout. D'accord, très bien. Bon, ça sera tout à l'heure, évidemment, en fin d'émission, sur France Maghreb 2, bien entendu. Notre débat, maintenant, va porter sur Emmanuel Macron, et notamment revenir sur des accusations par rapport à Emmanuel Macron. Invité du grand jury LCI RTL Le Figaro ce dimanche 19 septembre, Xavier Bertrand a fustigé les toutes récentes dépenses publiques d'Emmanuel Macron, qui représenteraient entre 5 et 7 milliards d'euros en 15 jours. Selon lui, le locataire de l'Élysée fait désormais campagne avec le chéquier de la France. Le quoi qu'il en coûte est terminé pour les Français, mais il ne fait que commencer pour la campagne d'Emmanuel Macron, a-t-il lancé à plusieurs reprises d'ailleurs, publiant par la suite cette attaque sur son compte Twitter. La somme donnée par le président des Hauts-de-France n'est que très peu exagérée finalement. Rembobinons de 15 jours, cela nous emmène au samedi 4 septembre. 8 jours plus tard, le vendredi 10 septembre, Emmanuel Macron promettait que l'État allait débloquer 600 millions d'euros par an pour indemniser les agriculteurs victimes de catastrophes climatiques. Le même jour, son Premier ministre débloquait une enveloppe de 400 millions d'euros supplémentaires pour le développement des transports en commun des collectivités. Le mardi qui a suivi, devant policiers et gendarmes, mais aussi devant d'ailleurs Xavier Bertrand, le locataire de l'Élysée annonçait un budget supplémentaire de 500 millions d'euros pour la mise en œuvre du Beauvau de la sécurité. 2 jours plus tard, le jeudi 16 septembre, c'est cette fois le Premier ministre qui faisait un geste, cette fois-ci vers les ménages modestes. Jean Castex déclarait que près de 6 millions de ménages modestes allaient bénéficier d'un chèque de 100 euros pour les aider à payer leurs factures énergétiques, soit 600 millions d'euros alloués à cette cause. De plus, le locataire de Matignon confirmait au même moment une annonce faite plusieurs mois plus tôt, en juillet, par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Une nouvelle enveloppe de 2 milliards d'euros sera bien consacrée en 2022 au dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Des dépenses qui inquiètent. En tout, le gouvernement a donc annoncé de nouvelles aides à hauteur de 4 milliards d'euros, dont 2 milliards qui étaient déjà prévus depuis le début de l'été. Ceci étant, on peut ajouter à cette somme les 1,5 milliard d'euros de financement pour Marseille promis par Emmanuel Macron le 2 septembre dernier. De quoi arriver à un total de 5,6 milliards d'euros. Un chiffre proche de celui donné par le président des Hauts-de-France. Attention, cependant, ce décompte n'est pas établi sur 15 jours, mais depuis le début du mois, et intègre une mesure qui n'est pas nouvelle. Voilà, en quelque sorte, et revenons sur les accusations de Xavier Bertrand. Alors, est-ce que Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, candidat à l'élection présidentielle, a-t-il raison, mon cher Ali? Est-ce que Macron se sert du chéquier de la France pour sa campagne? Ben oui, il a raison. En fait, il dénonçait. En fait, on se rend compte que Macron, c'est un président normal. Il fait comme tout le monde, il fait du marketing politique. Donc, à défaut de parler de son bilan, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de séduire. Alors, en général, avant les élections, on séduit les chasseurs, on séduit les écolos, on séduit un peu les harkis, les rapatriés. Oui, à qui il a demandé pardon voilà, hier. Par exemple. Ensuite, on va peut-être séduire les femmes seules, peut-être, les femmes avec des enfants, là, les femmes isolées, voilà, les femmes isolées. Les familles monoparentales. Voilà, monoparentales, exactement, les monoparentales. Donc, c'est le coup classique, de façon... La seule chose un peu qui soit un tout petit peu embêtante, c'est qu'il y a 2 ans à peu près, on avait des gilets jaunes, et lorsqu'on écoutait le discours de la France, parce que moi, quand j'écoute Xavier Bertrand, j'ai l'impression, ou d'autres, ou tous les candidats, on nous présente la situation de la France comme un État qui est dans une situation chaotique. Ouais. Que les caisses sont vides, que les dettes sont abyssales. C'est vrai ou pas, selon toi? Le problème, c'est pas un problème de dette, c'est surtout aussi un problème de potentiel, parce que le pays le plus endetté du monde est les États-Unis. C'est pas pour autant que les États-Unis ne demeurent pas la première puissance économique. C'est pas un problème, je pense, que de dette. Ça, c'est un débat économique. Mais je pense qu'au départ, on nous a dit que pour les gilets jaunes, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien du tout. Pour les infirmières, il n'y a pas d'argent. Pour les profs, il n'y a pas d'argent. Et pour la réforme du médical aussi. Pour la réforme du médical, il n'y a pas d'argent, puisque les infirmières, elles ont eu droit, je crois, à des coups de bâton pendant un petit moment, je pense. Donc, il n'y a pas d'argent. Et là, d'un seul coup, c'est Gérard Majax, il arrive, et puis c'est open bar, et puis venez. Alors je pense qu'effectivement, il fait sa campagne. Est-ce que ça va être efficace? Malheureusement, oui, parce que les gens, vous savez... Pourquoi malheureusement? Vous allez aujourd'hui, c'est les chasseurs. Xavier Bertrand a été sur des chasseurs. Vous leur donnez quelques accords. Demain matin, le vote des chasseurs, il est acquis. Hier, j'ai écouté un peu concernant la journée des harkis. Ouais. Sincèrement, à la fin, je pense que tous les harkis étaient contents. Il aura promis une enveloppe, la reconnaissance, la réparation, Tu comprends ce pardon, Ali?
En fait, moi, non, ça, je comprends pas tout le temps, puisque chaque fois, c'est remis à chaque fois qu'il y a des élections, à 4-5 mois. C'est un but électoral, selon toi. Mais c'est complètement électoraliste. Ouais. Qui correspond à un anniversaire, hein, c'est pas pour rien que ça a été fait tout à fait, mais à chaque fois on refait le même coup, on refait la même chose. Sincèrement, Bout est fatigant. Je sais pas, moi j'ai écouté l'interview sincèrement du début à la fin. Alors c'est vrai qu'il n'est pas responsable, il est jeune, il était dans la compassion, dans l'écoute, mais je peux vous garantir qu'en 2000... Ce que Jacques Chirac a fait avec les Juifs, il l'a fait hier Macron avec les harkis. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais il a eu raison de le faire. Attention, je dis pas qu'il n'a pas raison de le faire, mais je dis à chaque fois. Je pense qu'il faut le préciser. Quand même. Mais ça, on peut le faire dès que tu es nommé président de la République. Ah oui, alors après, de ce point de vue-là. Voilà. Pourquoi on attend? Alors, il y a juste un truc, moi, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que toutes ces choses qui n'étaient pas importantes en 2017 sont devenues fondamentales et indispensables en 2021, à quelques mois des élections? Voilà. C'est la question que je me pose. Oui, mais bon, tu l'as bien précisé, et puis notamment la fin de ta question, les élections, le maître mot. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on est en train d'habiller la mariée pour qu'elle soit la plus attrayante possible. Oh, c'est joli, ça. Oui, mais c'est vrai. Elle est belle, la mariée. Elle va être belle avec tout ce qu'ils sont en train de... Parce qu'une mariée, a priori... Ah, il la chouchoute, hein. Ah, il la chouchoute. Ça dépend de quelle mariée on parle. Hein. Exactement. Si la mariée, c'est la France... N'allons pas sur ce terrain, elle est belle. Et puis Marianne... Ça peut être glissant. C'est Marianne. Marianne, laquelle? Marianne, celle qui n'est pas voilée, celle de valse. C'est notre Marianne à toutes, celle qu'on a toutes dans notre esprit, dans l'imaginaire collectif. C'est la nôtre, elle est personnelle. C'est plutôt un remariage après l'avoir malmenée, la France. On est dans les couples mixtes, on est dans les familles recomposées, donc tout va bien. Non mais sérieusement, sur l'accusation de Xavier Bertrand, sur le fait qu'il utilise de carnet de chèques pour faire campagne le président de la République, est-ce que tu partages cet avis, Nadia? Moi, je partage. Si j'ai bien compris la question, et si c'est le fait de dire qu'il faut... Oui, justement, c'est pour ça que je m'explique. Si le fait d'avoir des largesses pour faire en sorte d'être élu, moi j'ai envie de dire que c'est une méthode qui a toujours, depuis la nuit des temps, c'est de bonne guerre. Elle a toujours été utilisée, cette méthode. Sauf qu'on enfonce encore la dette publique, je veux dire, parce qu'il ne prend pas de l'argent comme ça venu de nulle part. On endette encore la France avec ses aides. Oui, mais j'ai envie de dire, et là je vais dire, que l'endettement, pour beaucoup de gens, ne veut rien dire. On en parle parce que pour nous, ça veut dire nos enfants, nos petits-enfants, il y a un impact. Mais pour la personne qui aujourd'hui a du mal à payer son loyer, qui a du mal à aller chercher sa baguette et payer le minimum pour ses enfants, mais l'endettement, c'est loin. C'est très très loin. Bon, alors Rudy Kazi, Xavier Bertrand qui accuse le président de la République de servir du chéquier de la France pour faire campagne. Qu'est-ce que t'en pensez? Vous pouvez nous appeler évidemment pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Lui, Xavier Bertrand, il est dans son rôle, donc d'incarner une opposition et surtout de déplacer le débat sur sa propre personne pour s'imposer comme étant le premier adversaire d'Emmanuel Macron. Donc il fait ce qu'il a à faire. Emmanuel Macron, écoute, il sera pas le premier président à utiliser sa fonction pour tourner à travers le pays, comme le disait si bien Ali tout à l'heure. Non, pour moi en fait, c'est un faux débat en fait que Xavier Bertrand essaye d'agiter, même s'il n'a pas tort de le faire, mais en l'occurrence, ce que fait Emmanuel Macron est a priori pas totalement illogique. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il le fait bien? Est-ce que les Français sont sensibles à son discours? Effectivement, il est en train de draguer un peu plus les Français, il est en train d'ouvrir les vannes. Il y a des réformes qui arrivent, notamment par rapport à la jeunesse. On a vu effectivement son discours par rapport au harkis et le pardon qu'il a donné, a priori, c'était en plus pas prévu. Mais moi, je pense qu'il a eu raison de le faire. Même si ça prévu, bien sûr que si, c'était prévu. Non, c'était prévu effectivement ce qui s'est passé, mais c'était pas prévu qu'ils disent pardon. J'ai dit a priori. Je suis pas dans le secret des dieux. Moi, je sais pas, tu vois. Mais on est sur le tard aussi des certaines réformes en fait qu'il voulait faire. Et il est dans cette drague-là, donc il peut pas faire entre guillemets le tour de la France sans promettre quelque chose d'intéressant aux gens. Il est allé à Marseille, il a promis d'augmenter le nombre de policiers. Il y a effectivement le retour du Beauvau de la sécurité. Il y a plein d'autres choses, etc., qui sont en train d'être mises en place parce que en même temps, on peut être tout le temps avec Macron. Ce que je te donne et que je te reprends derrière. Mais c'est sa stratégie. Et en plus, on est dans le en même temps, mais en ce moment, on est un peu plus dans le en même temps de droite quand même, parce que il est quand même particulièrement en train d'agiter
agiter son aile droite pour essayer de couper un petit peu l'herbe sous le pied à non seulement à Marine Le Pen, mais aussi pour essayer de contrer la possible et je pense pas totalement inattendue. Oui, le Front National, le RN était en PLS hier, hein, c'est clair. Mais c'est ça. Ouais. Et à chaque fois, il agite ce truc-là parce que ça lui réussit. Oui, mais pour beaucoup de Français, il reste le président des riches. Oui, ça c'est. Oui, cette étiquette, c'est vrai. C'est certain, mais ça concerne en fait la première partie de son mandat, avec la fin de l'impôt sur la fortune, etc. Enfin, la transformation de l'impôt sur la fortune qui est devenu l'impôt sur la fortune immobilière. Mais là, il est plutôt en train parce qu'en fait, les sondages nous disent qu'a priori, ce qui concerne le plus les Français, c'est les questions de sécurité, les questions de pouvoir d'achat, etc., etc. Donc du coup, lui, il regarde les sondages et il se dit bon, on va taper à fond là-dessus, comme ça, on va aller toucher le cœur des Français et ça permet effectivement de faire un en même temps qui d'un côté va totalement assoupir la gauche et en même temps va chasser sur les voies de la droite parce que ce qu'il veut c'est arriver à nouveau avec Marine Le Pen au second tour des élections de l'élection présidentielle. En fait lui il est vraiment dans ce couloir là en fait. Et tu parlais du pouvoir d'achat Ali et selon les spécialistes Emmanuel Macron est celui qui a le plus fait grimper le pouvoir d'achat depuis Chirac, depuis Sarkozy par exemple et Hollande. Qui l'a fait grimper le pouvoir d'achat ? Oui, absolument. Il se porte bien le pouvoir d'achat. Alors, il y a des raisons peut-être microéconomiques et macroéconomiques, d'accord. Donc, macroéconomique, j'aime bien. Oui, parce que oui, pas macroéconomique. Oui. Le pouvoir d'achat, aujourd'hui, on est en train de nous annoncer. On est dans une phase de Covid. On est en train de nous annoncer depuis un petit moment. C'est normal quand tout le monde a été coincé à la maison et qu'on les relâche d'un coup. Tout le monde va consommer, forcément. Exactement. Ouais. Tu as fait une très très bonne analyse. Effectivement, c'est une véritable reprise. Merci. Une très très bonne reprise économique, donc plutôt à la limite. Reprise de volée même. Belle reprise de volée, puisqu'on annonce quand même quasiment du 6%, donc ce qui est quand même pas du tout prévu, pas du tout prévu. On était plutôt en dessous de 4. Bruno Le Maire avait prévu 4, maximum 5, donc on a une vraie reprise. Or, il va se passer comme un élément important, c'est que le coût des matières premières est en train de monter en flèche, et tu as vu, il a tout de suite essayé de contrecarrer le Premier ministre en disant je vais tout de suite donner un petit chèque énergétique, mais il y a des hausses qui ne sont malheureusement pas maîtrisées. Le prix du gaz, le prix de l'essence, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, le prix du blé qui va continuer à monter, le prix des matières premières, donc tout va augmenter. Et là, malheureusement, Macron, il pourra pas acheter la baguette à toutes les personnes. Mais en même temps, on baisse les APL. Vous savez qu'on a baissé considérablement les APL. Là, mine de rien, c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais, mais c'est le principe. Mais ça, c'était une mesure qui datait de 2017. Oui, non, mais je veux dire, en même temps, on te donne des aides supplémentaires ou des gestes supplémentaires. Et on enlève de l'autre côté. Mais c'est le principe des vases communicants. Ouais. L'argent, il le crée pas. L'argent, il va simplement le chercher ailleurs. Donc le quoi qu'il en coûte est pas fini en fait. Et comme disait Nadia à juste titre, c'est vrai, ce qui est très intéressant, c'est pas la notion, je pense, du pouvoir d'achat. Je pense, qui est intéressant, c'est de voir l'écart social aujourd'hui qui peut y avoir entre les très riches et les gens qui s'appauvrissent. Moi, je pense qu'effectivement, et c'est le sentiment un petit peu général, je pense que les gens, au contraire, il y a l'appauvrissement de la population. Il y a des gens qui. Ça veut dire que la classe moyenne, qui était présente à l'époque, il y a un temps, elle était bien présente quand même, que cette classe moyenne, elle est en train petit à petit de disparaître. Elle se réduit. Regarde, tu vois les infirmières, les infirmières, on veut augmenter leur salaire, les professeurs, on veut augmenter leur salaire, les policiers, on veut leur donner des droits en plus qui ne payent pas, je crois, le train, ce genre de choses. Donc c'est que quelque part il y a quelque chose, à mon avis. Sinon, la classe moyenne. Il y a 10 millions de pauvres aussi par rapport à la crise sanitaire, et ça concerne pas que des pauvres qui l'étaient déjà, c'est des personnes qui n'étaient pas pauvres et du coup qui le deviennent. Donc moi, c'est un serpent de mer en fait cette histoire de pouvoir d'achat, parce que si on regarde la situation de la France à la vision effectivement des indicateurs qui montent ou qui redescendent, on passe à côté en fait du vrai pouls à sentir de la situation sociétale et sociale en fait du pays. Et là on est vraiment à côté. Alice qui disait c'est vrai, c'est-à-dire on a de plus en plus de pauvres, mais ça existait même avant la crise du coronavirus. Elle n'a fait qu'exacerber une situation qui existait déjà et que malheureusement Emmanuel Macron n'a pas su inverser. Et du coup là effectivement les mesures qu'il souhaite mettre en place, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue financier, ne fait en fait que ne change pas grand-chose à la situation, parce qu'il y a une inflation qui arrive à tous les niveaux. Donc du coup en fait on maintient le niveau de vie si on aide un petit peu plus, le même niveau de vie si on aide les mêmes personnes, c'est-à-dire les mêmes pauvres, à augmenter leur pouvoir d'achat de 100 ou de 200 euros. La situation n'a pas changé. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on sort effectivement de la pauvreté, comment est-ce que les classes sociales dont on parlait tout à l'heure,
l'heure, les classes moyennes arrivent à créer de la richesse et à sortir de leurs conditions, comment est-ce qu'on arrive à réindustrialiser le pays? Parce que si on est sur la dette, ça veut dire qu'on est beaucoup trop sur l'emprunt et beaucoup moins sur la production, et le pays n'est pas suffisamment industrialisé. Ces questions économiques, Emmanuel Macron, en fait, il n'y a pas répondu, et les mesures qu'on s'attendait en fait à voir, on les a pas vues. Donc, en fait, on devient une région de l'Union européenne, mais qui n'est pas capable d'amener une valeur ajoutée en termes de rayonnement au niveau mondial. Alors, moi, je vais ajouter au débat un autre volet, c'est la révolution numérique. J'ai écouté sur une autre chaîne un documentaire de Thomas Piketty, que tout le monde connaît, évidemment, hier. Pas très apprécié par le pouvoir. Voilà, mais il n'empêche qu'il a dit une chose qui, moi, m'a marqué, et justement, je partage avec vous. Il disait qu'aujourd'hui, il va y avoir une vraie fracture entre les personnes qui travaillent. Il va y avoir une fracture entre ceux qui ont accès au digital, et quand je dis digital, c'est ordinateur, etc. C'est-à-dire qu'avec le Covid, les personnes qui ont pu rester à la maison et être en télétravail ont réussi à maintenir un pouvoir d'achat. Les personnes qui n'ont pas accès au digital et donc qui jusqu'à présent survivaient, ils vont être de plus en plus pauvres. Et elle est là, tout à fait. Et elle est là, la vraie bataille. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est ça, mais c'est pareil pour les commerçants qui digitalisent tout. Les petits commerces qui ferment à cause de la digitalisation, ou des grands commerces qui ouvrent en périphérie. D'ailleurs, il y a de plus en plus de centres commerciaux qui ouvrent dans les grandes banlieues, etc. L'appauvrissement ne concerne pas que la population, mais aussi les commerces parce que c'est les PME qui sont la vitalisation, qui sont la vitalité d'un pays. Et là aussi, en fait, on a une crise au niveau des PME par rapport au coronavirus, qui ont du mal, en fait, à remonter la pente. Alors, je voudrais qu'on écoute Lounès qui est avec nous, qui nous appelle de Drancy. Bonjour Lounès. Bonjour, je vous entends. J'attends déjà à la radio. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, et toi? Ouais, impeccable. Je sors du travail, je suis dans ma voiture et je vous prends au cours du fil là. Je voulais juste dire un petit mot, je sais pas si je suis hors sujet, mais je crois pas trop. Tout s'inquiéter, l'économie et tout, mais la plus grosse inquiétude, c'est que lorsqu'on a critiqué les enfants d'immigrés, l'islam et tout ce qu'il y a autour, le champ lexical, enfin on sent. Voilà, c'est ça la plus grosse inquiétude. C'est des gars comme Éric Zemmour. Après, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais là, c'est celui qui prend le plan médiatique actuellement. Voilà la grosse inquiétude. C'est que on a beau travailler, on a beau trimer, ils auront beau trimer aussi nos parents et peut-être nos enfants dans les années à venir. Mais voilà. Est-ce qu'on veut réellement que dans ce pays, que les gens qui ont une religion différente, qui ont une culture différente, puissent apparaître comme des Français légitimes et que ça ne dérange plus? Voilà, c'est ça, l'intégration. Est-ce qu'on a besoin de s'intégrer, nous qui sommes nés ici? Est-ce que l'islam, c'est pas une religion universelle, ouverte à toutes et à tous? C'est là les réelles questions. Après, l'argent, l'économie, ça va, ça vient, ça tourne et ça tournera toujours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Lounès, c'était bon. Elle est parfaite, vos interventions. Merci mon Lounès, merci beaucoup. Tu peux lui répondre, Christophe? À chaque fois de vous écouter. Merci beaucoup. Je peux lui répondre. Bien sûr, tu peux lui répondre. Alors, je vais simplement vous répondre. En général, vous savez que quand dans un pays, quand tous les voyants économiques sont au vert, vous savez, vous avez beau vous appeler Mohamed, Ryan, Mamadou, vous n'avez absolument aucun problème. S'il y a du plein emploi, si les gens ont des niveaux de revenus élevés. La rue en trop. Voilà, exactement. Voilà. Moi, j'étais en Suisse il n'y a pas longtemps. On disait la Suisse, mais sincèrement en Suisse. T'as été placé combien là-bas? Je suis resté 15 jours. C'était à Lausanne, Genève, franchement. Et puis voilà, j'ai la famille qui est installée là-bas. Et sincèrement, toutes ces problématiques-là. C'est un petit paradis fiscal. Là, mais... oui, j'ai emmené ce que tu m'avais demandé. Ah oui. On en parlera à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Donc je pense que lorsque tous les voyants sont au vert, il n'y a pas de souci. Preuve en est, un exemple très très simple. On vous parlait d'islam, je sais pas quoi, tous ces sujets qui sont complètement des sujets périphériques, anecdotiques, dans lesquels il faut pas tomber. Je crois que lorsque quelqu'un arrive avenue Georges V et qui se présente au Fouquet's avec une barbe, avec sa femme voilée de la tête aux pieds, avec un juste que vous voulez, avec un niqab ou n'importe quoi, à mon avis, la personne du Fouquet's lui ouvre la porte et est capable d'aller lui apporter tous les mets et satisfaire tous les besoins qu'elle peut exprimer. Parenthèse, à l'avenue, il y a 2 ans, on a refusé beaucoup de personnes d'origine maghrébine. L'avenue.
Je le dis parce que ça a fait un gros boom il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, pour dire à Lounès, si on parle aujourd'hui effectivement de nom des religions, c'est parce que les voyants économiques, malheureusement, c'est ce qu'on disait auparavant, il y a l'appauvrissement de la population, c'est un très très gros problème. Regardez, pendant la période du Covid, on s'est rendu compte qu'en France, ce qui fait véritablement le futur du pays, les étudiants, il y avait des étudiants pauvres. C'est hallucinant, comme dans un pays qui est la 5e, 6e puissance mondiale, on peut trouver des étudiants qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de quoi manger. Donc c'est complètement dingue. Ouais, dingue. Ça c'est la France. Ça se passe en France. Voilà, donc si on nous parle de religion, de je sais pas quoi, il faut pas tomber dans ces choix. Et Lounès continue à travailler, parce que je crois que le plus important, c'est l'économie. Ouais, mais il a raison en quelque sorte, Nadia, Lounès, parce que finalement, on nous parle du matin au soir que de l'islam ou de changer de prénom pour s'intégrer ou je ne sais quoi. Mais les candidats à l'élection présidentielle, en tout cas pour ce qui en apparaît comme étant le premier casting, ne parlent pas d'économie, ne répondent pas aux questions des Français de problèmes de fin de mois, problèmes de pouvoir d'achat, pouvoir économique. Ils sont aux abonnés absents là, on les entend pas, à part des conneries à la Anne Hidalgo qui veut doubler le salaire des enseignants, mais c'est tout. Ils sont en train de parader, ils ont envie de plaire à la mariée. Ouais. C'est quand même. Ils sont en drague, quoi, constante. Ça drague. Non, mais après. Mais il n'y a que celui qui a envie de se faire draguer. Hein. Ben, moi, je vois surtout en fait que le débat est vachement orienté par quelqu'un en fait qui arrive à orienter justement ce débat. Ça, on est d'accord. Voilà, il a réussi à mettre sortir une connerie le matin et que tout le monde en parle toute la journée. C'est ça en fait. Du coup, il attire en fait la réflexion, le débat sur des sujets du coup que lui-même alimente et ça lui donne une place centrale au milieu du débat. Et donc du coup, on va parler de grands remplacements. Ça aurait pu être un flop. Je crois que c'est Elisabeth Lévy, je crois à la télé qui parlait. On nous ressort en fait sur Causeur. Oui, voilà. C'est ça. On revient à nouveau sur des poncifs des années 60, l'assimilation, les Soras, le grand remplacement, toutes ces choses-là que pourtant on avait réussi à mettre de côté. Pourquoi ? Parce que il y a une instrumentalisation du sensationnel à la télé qui donne du blé à moudre à l'extrême droite et du coup maintenant ça conditionne le débat politique en France. Mais qui est responsable, Rudy ? Est-ce que c'est les journalistes aussi qui orientent les débats ? Est-ce que c'est les politiques qui acceptent de répondre à ces questions ? Tout le monde est responsable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un mec comme Zemmour à l'espace qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il arrive à mettre le doigt sur des réalités qui sont vraies et en même temps à les instrumentaliser pour donner une certaine vérité. Même nous, on tombe dans le piège, Rudy. Mais bien sûr, mais regarde, en train de parler du carnet de chèques de la France, de la campagne de Macron, on en arrive à parler de Zemmour. Mais voilà, mais regarde, mais pourquoi Zemmour existe ? Pourquoi il existe ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le débat sur l'immigration, il y a en fait, si tu veux, c'est la question de l'assimilation qui heureusement avait été mise de côté à un moment donné parce que l'assimilation, c'est nier l'origine de la personne. Et le concept d'intégration qui n'a pas fonctionné, pourquoi ? Parce que les politiques n'ont pas su mettre en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir corriger le racisme dans la société. Le racisme, ça se transmet dans l'éducation et dans notre éducation nationale, on n'a pas suffisamment réussi en fait à battre en brèche le racisme. Oui, mais c'est la carte Joker quand même, Rudy. Oui, mais après, il y a plusieurs aspects. Et aussi d'un point de vue médiatique, on a eu la facilité à montrer les quartiers difficiles ou alors on va accueillir Karim. Ces quartiers-là d'un point de vue péjoratif. Du coup, des Zemmour, c'est facile pour eux. Une voiture qui brûle, regardez, c'est encore la jeunesse des quartiers ou c'est ces gens, ces immigrés, parce que comme s'il n'y avait pas les criminels en France, il fait des raccourcis comme ça. Les criminels en France, c'est les descendants d'immigrés, etc. La télé fournit ce genre d'éléments et les politiques ont excité ces choses-là à des points à des objectifs électoralistes. C'est facile de faire augmenter les chiffres des interpellations. On passe une passe à Karim, qui nous appelle de Marseille. Quelques jours des élections, en envoyant les policiers. Salut mon Karim, comment ça va ? Non, j'appelais pour apporter une petite précision par rapport à l'affaire du monsieur qui a giflé le président. Oui, je voulais dire qu'en plus de ce que vous avez dit, il est radié à vie de la fonction publique. C'est-à-dire de sa vie, il ne pourra plus travailler dans la fonction publique. Oui, alors ? C'est normal, pas normal ? C'est la précision que je voulais apporter parce que je trouvais que c'était important de le dire. Bon, merci mon Karim pour la précision. Merci beaucoup. Merci, bon, je savais pas qu'il travaillait dans la fonction publique. Oui, mais apparemment il fait des études maintenant pour devenir dans l'événementiel. Bon, pas sûr qu'il réussisse des choses à réussir à organiser des trucs, mais bon. Allez, dans un instant, on va parler d'un autre sujet qui fait aussi débat. Eh oui, c'est la vaccination des 5-12 ans. On en parle. Pfizer a dit que tout était bon, les voyants sont au vert, les enfants ne risquent rien.
En Israël, ça y est, 5-12 ans, on peut vacciner. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination des enfants de 5 à 12 ans? On en reparle dans un instant avec vos appels. 01 40 33 9000. Nadia Cherif, elle est là, au milieu de deux mâles, que sont Ali et Rudy Kazi sur France Maghreb 2. Même en antenne, ça débat. Ça débat. On débat sur Zemmour. Ah, vous vous rendez compte? Franchement, on en est là. Vous tombez tous dans le piège, finalement. Non, c'est Ali qui m'a lancé. Moi, c'est pas Ali. Pourquoi c'est Ali? moi, j'étais tranquille. On a fini le débat, je buvais mon jus. Après, on a continué le débat. C'est quoi ton jus, d'ailleurs? Un jus de carotte? Non, c'est un 100% jus de fruits. Ouais. Bon, c'est bon pour la santé. Oui, d'accord, très bien. Ma petite dose, quand même. On va parler de la vaccination. La vaccination des enfants de 5 à 12 ans. Eh oui, il fallait qu'on y arrive, les gars. Pfizer a rassuré tout le monde en disant que ça ne comporte aucun risque. Tout est bon, vous pouvez y aller, on vous donne le feu vert. Et croyez-moi que Pfizer donnant le feu vert, on va pas tarder à en parler et à mettre ça sur la table pour les enfants de 5 à 12 ans. Alors est-ce que, en beau père et mère que vous êtes, est-ce que vous y êtes favorable, vous, à cette vaccination pour les enfants? Bah tiens, on va accueillir Dalila, qui nous appelle de Montfermeil, qui est avec nous, qui nous a appelé en entendant ce sujet que l'on met sur la table. Et Dalila, elle avait envie de prendre part au débat, n'est-ce pas, Dalila? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et moi, je suis absolument contre. Déjà, et pourquoi moi, vous êtes contre? Je ne suis pas vaccinée. Ah bon? Ah non. Vous je faites suis partie contre le vaccin. Des réfractaires. Ah oui, je suis anti-vax comme tous les autres, comme certains. Oui, pas comme tous les autres. Mes enfants, c'est pareil. Je ne voudrais pas les faire vacciner. J'en ai un de 13, 15, bientôt 16 et une de 11 ans. Et aucun, je ne souhaite les vacciner. Et pourtant, je les empêche de faire des sports. Mais quels sont vos arguments, du vaccin. Nadia, quels sont vos arguments pour justement le fait de ne pas vouloir vacciner? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a une peur? Pourquoi? Alors, une peur, oui, on peut dire une peur. Parce que moi, je dis, dès le départ, toute cette histoire de Covid, on nous avait dit que c'était les enfants qui étaient porteurs, qui nous contaminaient, etc., etc. Alors, pourquoi, dès le départ, on n'a pas parlé d'un vaccin pour les enfants, puisque c'était eux les porteurs? Alors, on a laissé traîner tout ça, puis après, finalement, il faut faire vacciner les 80 ans, les 60 ans, les 30 ans, les 20 ans, et maintenant, on en arrive aux enfants. Est-ce que vous croyez que les gens, ils sont bêtes à ce point-là pour les faire vacciner, surtout ceux de 5 à 12 ans? Majeur, je comprends que, il a son mot à dire. Mais les autres, non, absolument pas. On est encore décidaires pour eux, et moi, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. Vous faites quoi dans la vie, ma chère Dalila? Alors, j'étais responsable des ventes dans un magasin de vêtements et malheureusement, je me suis retrouvée au chômage à cause du Covid, justement. À cause du Covid, c'est-à-dire votre magasin a fermé? La boutique a fermé, ouais. Et aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un emploi? Ah oui, tout à fait, oui. Et je suis toujours... Est-ce que le fait de ne pas être vacciné, ça risque de vous poser quelques problèmes? Alors justement, c'est ce que je me dis. Si je dois retrouver un travail et qu'on m'oblige à me vacciner, je n'aurai pas le choix. Mais moi, mes enfants, je ne veux pas qu'ils soient vaccinés. Je ne veux pas. Mon mari est vacciné, mais moi, je ne suis pas vaccinée. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Dalila, en tout cas, pour votre appel au 01 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler, évidemment, pour prendre part à ce sujet. Je précise d'ailleurs, puisque Dalila nous parlait des écoles, à 2 semaines de la rentrée, le ministre de l'Éducation nationale annonce que 15 écoles en France ont été fermées, 15 écoles et collèges fermés pour cause de Covid, chiffre donc du ministère de l'Éducation nationale, ce qui représente un peu moins d'1%, hein, donc c'est pas grand chose, un chiffre qui est quand même cependant en progression exponentielle. Par rapport à la semaine dernière. Les académies concernées sont Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris, Versailles, Nantes, Orléans, Tours, Poitiers, Besançon, Lyon également concernés, Grenoble, mais aussi évidemment Montpellier, la Martinique et la Guyane. Voilà, donc aujourd'hui, on a un chiffre de 9478 enfants, élèves qui sont testés, qui ont été testés positifs à la Covid-19, ainsi que 439 membres du personnel éducatif. Voilà les chiffres, les derniers chiffres aujourd'hui. Est-ce que pour autant, mon cher Ali... Ce qui représente très peu, sur les millions d'enfants à l'école. Bien entendu, ce qui représente très peu. Mais est-ce que pour autant, on doit maintenant vacciner tout le monde, et en l'occurrence les enfants de 5 à 12 ans, Ali? Comme tu l'as dit, les personnes qui demandent à ce que les enfants soient vaccinés, c'est le groupe Pfizer.
Bon, je pense que Pfizer, on a compris, hein, leur intérêt, c'est de pouvoir vendre un vaccin. Je crois que depuis le début de cette épidémie-là, sincèrement, il n'y a absolument aucune cohérence. Vous imaginez, je pense que les gens, personne n'a envie d'être malade, personne n'a envie de tomber à l'hôpital. Ce qui est bien, c'est que normalement, on doit avoir des statistiques. Or, à ce que je sache, je crois que la maladie ou les gens qui étaient à l'hôpital, ça touchait quand même une tranche d'âge relativement élevée. On ne nous a jamais parlé d'enfants de moins de 15 ans ou de 20 ans, hein, ou de jeunes. Donc là, maintenant... Pour stopper la contamination, Ali. On est à 50 millions de vaccinés. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que quand il y avait le Covid au tout début, tous les jours, on avait un type là qui passait à la télévision, ils annonçaient des chiffres, on allait tous mourir. Jérôme Salomon, 1700 morts, 1800 morts. Aujourd'hui, alors que les chiffres sont en baisse, d'accord, que tout va à la baisse, bah là du coup on est à 24 décès aujourd'hui, il y a eu 24 décès. Là maintenant maintenant c'est les enfants. Sincèrement, il n'y a absolument aucune cohérence, et en plus de ça, médicalement, moi personnellement, je n'y suis pas du tout favorable, puisque je pense que une étude qui vient d'un groupe Pfizer qui a été condamné quand même à 5 milliards de dollars d'amende, je sais pas si c'est un groupe qui doit être un petit peu crédible. Moi, si je fabrique un vaccin, c'est pour le vendre, hein. Donc je vais réussir à vous convaincre qu'il faut le faire, hein. Voilà. C'est du marketing pour toi. Ah, mais moi je pense que là, complètement, sincèrement, complètement. Voilà, complètement. Si on nous avait dit que depuis le début, depuis 18 mois, il y avait des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans qui étaient malades, qui étaient porteurs, et attention, ça peut être dangereux, bien entendu. Mais là, comme par hasard, puis après, alors, une fois qu'on a vacciné les 12-5 ans, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les 5 ans, 6 mois? Et pourquoi, dans l'absolu, on n'anticiperait même pas la femme qui est enceinte, in vitro, la femme qui est enceinte qui pourrait éventuellement avoir un enfant. Donc je crois qu'au bout d'un moment, il faut être un petit peu sérieux. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis que la situation s'est calmée, on n'a plus ces alarmistes qui arrivaient sur les plateaux télé. On se demandait s'ils travaillaient là. Il y aura 50 000 contaminés, il y aura 100 000 morts, il y aura 200 000 morts. Maintenant, c'est bizarre. Maintenant, on ne parle simplement que du vaccin. Qui ont fait le tour des plateaux télé. On va à Nancy avec Linda. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Bonjour Linda. Alors, la vaccination pour les 5-12 ans, ma chère Linda. Alors, moi je m'y oppose. Favorable ou pas? Complètement. Non, moi je m'y oppose complètement. Alors, on n'a que des auditeurs réfractaires. C'est incroyable. Contrairement à l'auditrice précédente, moi je suis vaccinée. Moi, mon époux, les membres de ma famille, on est tous vaccinés. Notamment parce qu'on a une maman qui est âgée et que c'est de notre devoir de mettre tout en œuvre pour tenter de la protéger. Quand bien même la transmission est toujours possible. Donc on conserve les gestes barrières. Mais les enfants, j'ai envie de vous dire, vous savez, il y a beaucoup de parents qui se retrouvent face à un dilemme cornélien lorsqu'il s'agit de faire le vaccin du ROR pour les enfants. C'est quoi le ROR? Alors c'est rougeole, oreillon, rubéole. Pourquoi? Parce que c'est un vaccin en 2 doses. Et c'est le vaccin qui a connu le plus d'effets indésirables secondaires, voire un effet létal sur certains enfants. Ce vaccin-là est obligatoire pour l'inscription de l'enfant à l'école ou au périscolaire. Et beaucoup de parents refusent en fait de faire le ROR, ou ils ne leur font faire qu'une seule dose. Donc je me dis, et c'est un vaccin qui existe depuis une dizaine d'années, enfin même plus de 10 ans. Je me dis, on se pose déjà ces questions-là. Le ministère de la Santé ne nous a jamais répondu, n'a jamais donné d'informations claires. Il est hors de question que je fasse courir un quelconque risque à mes enfants. Parce que pour vous, ça comporte un risque. Je pense qu'il incombe à chacun des parents d'inculquer dans l'éducation traditionnelle de leurs enfants les gestes barrières. Et le fait, de porter les masques à compter de 6 ans, de se laver régulièrement les mains, parce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne savent pas se laver les mains. Enfin, je veux dire, même sans Covid. Et posons-nous déjà ces questions-là, accompagnons les parents qui ont du mal avec ça, et ensuite, peut-être qu'on parlera de vaccin, parce que moi, à titre personnel, j'attendrai vraiment l'accord et l'aval de mon médecin traitant de famille qui suit mes enfants depuis qu'elles sont nées, avant d'envisager, ne serait-ce que me poser la question de on fait ou on fait pas. Elle a raison, Linda. Merci beaucoup, Linda, pour votre participation. Elle a raison, parce que dans toute cette affaire, et que ce soit d'ailleurs pour les enfants ou pour les adultes, c'est un rapport qu'on doit avoir et une décision qu'on doit prendre avec son médecin, Nadia.
Je veux dire, oui, c'est lui qui doit dire si effectivement tu dois te faire vacciner ou pas. Quand on a un bon médecin de famille qui est près de chez soi et qu'il n'y a pas de désert médical dans son environnement géographique, tout va bien. Ouais. On est d'accord. Ouais. En revanche, quand on doit trouver un médecin généraliste via Doctolib et qu'il nous prend 3 semaines après et que de toute façon il ne nous connaît pas assez bien, parce que moi je parle de désert médical parce que c'est un vrai sujet également. Ah oui, ça c'est un vrai sujet. Donc trouver un médecin qu'on aime bien et qui nous donne de bons conseils, bon, c'est déjà un challenge. Ensuite, son bon médecin va nous dire bon bah écoutez, c'est le moment, c'est pas le moment. Mais moi je vais plus loin. J'ai même envie moi je vais plus loin en disant il y a une réelle défiance vis-à-vis des politiques et vis-à-vis de la gestion de ce Covid. Alors moi, comme beaucoup d'autres personnes, au vaccin, d'après moi, toi comme beaucoup de personnes, ce gouvernement nous a prouvé qu'ils n'étaient pas, qu'ils ont géré à tâtons et qu'ils n'ont pas pris les décisions qu'il fallait au bon moment et qu'ils étaient pleins de contradictions. Alors moi, je ne vais pas mettre la vie de mon enfant en danger pour des personnes qui ne sont pas capables de prendre les bonnes décisions. Alors, responsable, mais pas coupable. Non, pas pour mon enfant. Donc, pas de vaccination pour toi pour les 5-12 ans. Pour les 5-12 ans, non. Y compris d'ailleurs pour les 12-17 ans, parce qu'il y a pas mal d'opérations en ce moment dans les écoles. Je crois qu'il y a 1200 écoles qui proposent un parcours vaccinal pour les enfants adolescents, pour les collèges et lycées. Sur le nombre d'écoles, ça représente pas grand-chose non plus, mais voilà, en tout cas, il semble y avoir de la part du ministère de l'Éducation nationale. Oui, j'ai un lycéen et la semaine dernière, j'ai été à sa réunion parents-élèves et justement, ils nous ont dit qu'ils étaient suffisamment grands pour prendre des décisions. Oui, ça dépend des établissements. Fort de café quand même. Oui, Rudy Kazi, sur la vaccination des enfants de 5 à 12 ans. Pfizer te dit on est bon, tout est ouvert, ça comporte aucun risque. Pour autant, tu te poses des questions ou pas ? Oui, les questions sont répondues. Moi, je suis pas du tout ouvert à la vaccination des enfants de 5 à 12 ans, pas plus que je ne l'étais de 12 à 17 ans. Non, j'y suis personnellement opposé en tant que papa, père de famille. Voilà, et comment on stoppe l'épidémie alors ? Parce que c'est un moyen de stopper l'épidémie, c'est ce que vous disent les spécialistes. Si on va mettre fin je ne crois pas à la propagation du virus dans les écoles, ça sera déjà un grand pas. Que ce soit un moyen pour stopper l'épidémie... Non, parce que même on a beau être vacciné, on peut quand même l'attraper. Donc. Que ce soit un moyen de stopper l'épidémie, je veux bien l'entendre, sauf qu'a priori, ce n'est pas le seul moyen, et on en a fait comme si c'était le seul moyen. Et a priori, ce n'est même pas le moyen le plus efficace, puisqu'effectivement, en étant vacciné des 2 doses, voire même de 3 doses, on peut déjà aussi porter le virus et en tomber malade et même le transmettre. Il n'y a qu'à voir même en Israël, qui est le pays qui a, je crois, le plus vacciné au monde, et d'ailleurs, un large spectre de la population, les cas explosent en ce moment. Ils sont, je crois, à 7000... Ils sont à 7 000 ans, mais il y a une augmentation des morts moins que à la période la plus forte l'année dernière. Mais par contre, il y a une augmentation des cas. Et donc des cas de malades. Il y a moins de morts, Rudy. Mais c'est bien qu'il y ait moins de morts. Mais est-ce que c'est moins bien ? Le vaccin évite justement de mourir, visiblement. Non, c'est pas ça. Le vaccin évite les formes graves. Oui, de mourir donc. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu fais pas de formes graves que en ne faisant pas des formes graves, tu ne meurs pas. Mais il y a des personnes en faisant des formes graves, tu meurs. En faisant des formes graves, mais non, tu peux faire une forme grave sans mourir. Oui, mais des pays où il n'y a pas eu de la vaccination, comme disait Rudy, c'est pas pour autant que le taux de mortalité. C'est le cas en Suède notamment, ou au Danemark. Au Danemark aussi, où il n'y a pas eu. Qui a mis fin au pass sanitaire. Enfin, il n'y a plus de restrictions d'ailleurs. Oui, carrément. Donc voilà, moi c'est ça du coup que je m'interroge là-dessus. Pourquoi vacciner au maximum vouloir vacciner aussi les enfants, sachant que ils font pas partie des populations à risque, et les populations à risque elles-mêmes ne sont pas toutes vaccinées en ce qui concerne la seconde dose. Non mais attends, mais ça c'est mon point de vue. Tu vois, donc ça veut dire d'accord, mais si tu me poses vaccin obligatoire, tu t'y opposes pas, tu t'y as jamais opposé. Mais moi, je suis opposé au fait de rendre le vaccin obligatoire. Évidemment. Oui, mais tu n'es pas sans savoir que pour entrer à l'école, il y a 11 vaccins obligatoires. De quel vaccin obligatoire tu parles ? Pour aller à l'école, tes enfants doivent être vaccinés. Évidemment, mais c'est pas le même vaccin que celui contre le Covid-19. Ils ont fait leur preuve, les autres vaccins. C'est pas des vaccins qui ont été faits en 6 mois. Ça, c'est des vaccins qui ont été faits en 10, 12, 13, 14 ans. C'est pas des vaccins qui ont été faits en 6 mois, en même mois que 6 mois. L'argument employé, Rudy, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent mis sur le marché pour la recherche de ce vaccin. Donc si tu veux, il y a eu tout le monde, tous les spécialistes, tous les laboratoires ont travaillé là-dessus. Mais c'est faux.
Pourquoi c'est faux? Ben c'est faux. Il y a certains laboratoires qui ont travaillé là-dessus, ce sont les laboratoires les plus friqués. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont les laboratoires les meilleurs. Ils t'ont développé un vaccin en un temps record. Alors une question. Et donc parce qu'ils ont obtenu un vaccin en temps record, ça veut dire en fait qu'il faut fermer les yeux, il faut le prendre. Alors, non, il faut laisser aux gens la capacité de choisir ou pas de prendre un vaccin dont ils ont, pardonnez-moi quand même, le droit d'être sceptiques. Et jusqu'aujourd'hui, la vaccination, ce n'est pas l'alpha et l'oméga pour lutter contre une maladie qui d'ailleurs, même sans être vacciné, ne tue pas forcément tout le monde. Il y a quand même cette maladie a une préférence malencontreuse pour les personnes qui présentent des situations de comorbidité, etc. et moins pour d'autres populations. Donc pourquoi aller vacciner des personnes qui se portent bien et qui sont capables de se remettre d'une maladie sans forme grave et d'en faire une espèce de généralité. Mettons la vaccination et rendons-la accessible à tout le monde, aux personnes qui veulent le faire et aux personnes qui n'en ressentent pas le besoin. Toi, t'es pour le choix. Je suis pour le choix, d'autant plus que le vaccin n'endigue pas la circulation du virus. Ce qui, par contre, je pense, a diminué la circulation du virus, c'est le fait de tester beaucoup, c'est le fait d'isoler des personnes qui sont malades, etc., et d'avoir de façon à portée de main des gels hydroalcooliques qui, eux, diminuent aussi la diffusion parce qu'elle est surtout manuportée ce virus-là. Donc faire en fait de la vaccination impensif ou même en vouloir en faire quelque chose d'obligatoire, c'est un non-sens. Ça ne cadre pas du tout avec les indicateurs eux-mêmes des chiffres qui montrent que la circulation du virus baisse. Pourquoi vouloir aller vacciner les enfants? On en parle aujourd'hui sur France Maghreb 2 et c'est un sujet qui va être mis sur la table, croyez-moi, dans les quelques semaines à venir. Vaccination de logique, des 5-12 ans. Est-ce que vous y êtes favorable? Pour l'instant, c'est un large non, évidemment, qui l'emporte. 01 40 33 9000. Ali, je crois que tu voulais rajouter un truc. Oui, tu disais les enfants avant de rentrer, ils faisaient le fameux vaccin rougeole, les oreillons. Ouais. Il faut quand même savoir que sur ce vaccin-là, on est toujours dans la phase expérimentale, que tu le veuilles ou non. C'est 2023 pour le Pfizer et 2022 pour le Moderna. Donc, alors si toi, tu dis, effectivement, ils ont sorti un vaccin. S'ils sont sûrs, effectivement, dans ces cas-là, on a déjà ces 3 phases sont validées. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus en phase expérimentale. C'est de la défiance politique, non, Ali. Pas du tout. Vous allez sur le terrain politique, c'est-à-dire pour contrer ce que vous dit le gouvernement, vous allez dire non, on va pas se faire vacciner. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Le gouvernement est aussi sur un postulat politique. Bien sûr. Puisque ils ont érigé comme étant le seul moyen de lutter contre la pandémie un vaccin qui effectivement interroge la population. Si tu n'es pas sur la politique en tant que telle, tu ne mets pas en place des mesures qui tentent en fait à amener de façon un peu insidieuse une vaccination quasi obligatoire. C'est les gouvernants qui sont sur le discours politique et sur les mesures politiques. Par rejet politique, justement, les gens sont réfractaires par rapport à ce vaccin. Alors, je pense. Mais dans ce cas, ils ont le droit, puisque alors tu veux dire que du coup, ils invalident la politique du gouvernement en étant contre, mais c'est aussi un droit, et c'est un droit à la limite démocratique. Donc, et c'est aussi pour ça que du coup, on trouve antidémocratique le fait que parfois il y a des membres du gouvernement qui vont dévoyer, on va dire les argumentations des personnes qui manifestent dans la rue en disant limite que ce sont des gens d'extrême droite. Enfin, voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et là aussi, on abaisse le niveau de la politique lorsqu'on n'est pas en capacité de pouvoir entendre des aspirations qui sont des aspirations profondes. Là, on parle de l'être humain, on parle des enfants, on parle de ce que sera le monde demain, et ce sont des valeurs qui ne s'opposent pas aux personnes qui veulent se faire vacciner, évidemment, mais c'est des choses qui doivent s'entendre. Regardez les quartiers qui sont le moins vaccinés, sont les quartiers populaires, sont les quartiers qui se sentent abandonnés. Oui, c'est vrai ça. Avec la Guadeloupe et la Martinique en tête. Ouais, mais la défiance par rapport au vaccin, c'est par exemple, moi il y a quelque chose qui m'a toujours effaré, quand tu achètes même un Doliprane, il y a marqué posologie, il y a marqué effet secondaire indésirable. Ouais. Même des Doliprane qui coûtent 1,50 €, tu vois. Ouais. Or là, quand on nous a sorti ce vaccin, à les écouter, il n'y avait absolument aucun, mais je dis bien aucun, c'est ça, on tombe dans l'outrance. Et là, ça devient dangereux, Christophe. Ça devient dangereux parce tout est vérifiable sur l'agence du médicament où les effets secondaires sont indiqués. Je peux te poser une question. Est-ce que tu connais le nombre de décès du vaccin du groupe du Pfizer à peu près en France? Non, je connais pas. À 761, tu vois. Mais tu le sors d'où ce chiffre? Il est public. D'où tu tapes sur l'ANSEM, tu vas taper. Non, mais ce que tu dis est vrai. Il y a des chiffres qu'on ne communique pas. D'ailleurs, on ne communique même pas les chiffres des personnes qui sortent
de l'hospitalisation et qui guérissent de la maladie. On nous montre que les chiffres des personnes qui meurent, bon aujourd'hui un peu moins, et que les chiffres des cas qui augmentent ou aujourd'hui qui baissent, mais on nous montre pas les chiffres des personnes qui guérissent et qui guérissent des fois en sortant de l'hospitalisation, mais qui guérissent même parfois chez eux. Est-ce que vous connaissez le Maine-et-Loire? Oui, Angers. Angers avec Aïcha qui nous appelle du Maine-et-Loire. Bonjour Aïcha. Ouais, bonsoir. Alors, franchement, c'est super passionnant ce que vous dites. Mais voilà quoi. Je trouve que on nous prend vraiment pour des. C'est super passionnant, mais voilà quoi. Pardon? Non, j'aime bien votre réflexion. C'est super passionnant, mais voilà quoi. Genre, mais pas tant que ça. Quoi. Pas tant que ça quoi. Vous racontez que des craries. Non, mais voilà. Enfin, je trouve que, personnellement, j'ai peur de ce vaccin, soi-disant, parce que c'est pas un vaccin, c'est des tests. Hein. Voilà, on est en train d'essayer. Voilà, on peut pas comparer ce vaccin avec les OR et tout ça. Ils ont fait 10 ans avant d'être sur le marché. Voilà. Et on peut c'est un vaccin, mais qui utilise une technologie nouvelle. Ouais, non, elle est pas nouvelle. L'ARN messager, faut arrêter de dire n'importe quoi. L'ARN messager, elle est pas nouvelle. Ah bon, ça veut dire que tous les vaccins que tu prends, c'est l'ARN messager? J'ai pas dit ça, mais l'ARN messager, c'est pas d'aujourd'hui. Il faut pas dire n'importe quoi. Mais d'accord, donc toi, tu prends des vaccins, il y a l'ARN messager dedans? Mais peut-être qu'il y en a d'ailleurs d'autres vaccins où il y a l'ARN messager. Ah bon, peut-être, donc ça veut dire que tu prends, t'es pas sûr alors? Bah, je suis pas sûr. Non, soyons sérieux, Christophe. Il n'y a pas d'ARN messager dans les vaccins que tu prends. On l'a découvert aujourd'hui. Mais c'est nouveau dans la vaccination, je suis désolé. C'est peut-être nouveau dans la vaccination, mais c'est utilisé. Ah bon, c'est peut-être, ça l'est pas assurément. J'en sais rien, moi je suis pas docteur. Mais si tu sais, bah non, arrête. C'est nouveau dans la vaccination. C'est pour ça qu'ils ont une autorisation temporaire de vaccination sur les territoires européens. C'est parce que c'est nouveau. Aïcha, vas-y, appose-toi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, on est tous inégaux face à la maladie. Vous savez, un rhume pour quelqu'un peut le faire à terre, le mettre à terre. Quelqu'un d'autre, 3 jours, 4 jours, c'est bon, ça va. Enfin, ça dépend. On est tous inégaux. Même un médicament va m'aller, et puis il n'ira pas pour quelqu'un d'autre. Donc, de toute manière, c'est comme ça. Et puis, vous parliez de mort tout à l'heure. Mais qui c'est qui décide de mourir ou de vivre? Personne, hein. Je suis désolée. Enfin, il y a des morts tout le temps. Oui, mais attendez, arrêtez d'être fataliste, Aïcha. Il y a quand même des choses qu'on... Enfin, moi, je me dis, finalement, on nous a dit que le vaccin empêchait d'attraper la forme grave, d'accord, d'aller en réanimation. On l'a vu, moi j'en connais des gens autour de moi qui n'ont pas été vaccinés, qui sont malheureusement morts. Est-ce qu'ils auraient été, est-ce qu'ils seraient morts ou pas en étant vaccinés? Je ne sais pas, mais voilà. Attends, moi j'ai eu dans ma famille aussi des personnes qui sont décédées. On ne sait pas, vaccinées et qui sont décédées plus tard. On ne sait pas si c'est à cause ou pas. Et des gens qui ont eu le Covid et qui sont guéris et qui ont été très malades. Franchement, la science, on est d'accord. C'est bien, ça fait avancer, on est d'accord. Mais c'est pas la solution, hein. Vous savez, enfin, moi, j'ai envie de dire, on est un peu fataliste des fois, mais en même temps, j'ai envie de dire, des fois, les choses quand elles nous arrivent, on se dit, ok, voilà. Moi, j'ai peur de ce vaccin. J'ai peur de ce Vous faites quoi dans la vie, Aïcha? Qu'est-ce que vous faites? Et même pour mes enfants, je vous assure, j'ai peur. Aïcha, j'ai pas envie d'avoir d'AVC, j'ai pas envie d'avoir des problèmes cardiaques, j'ai pas envie de savoir que j'aurais pu les règles ou les familles opposées qui retrouvent leurs règles et tout. Non, mais attends, c'est des choses absurdes, enfin vraiment. Aïcha, vous faites quoi dans la vie? Je suis agent d'accueil. Agent d'accueil. Agent administratif, ouais. Ah oui, donc vous êtes obligé de vous faire vacciner. Vous êtes obligé de vous faire vacciner, donc. Non. Ah, je suis contente. Yes. C'est quoi cette discrimination? Pourquoi, attendez, vous êtes au contact du public, Aïcha? Non, mais vous êtes au contact du public? Ah ouais. Et normalement, vous devez être vacciné. Franchement, j'ai le plexiglas, j'ai le masque, j'ai le gel. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Franchement, je fais pas la bise aux gens. Hein. Je leur serre même pas la main. Ils sont à 10 000 mètres. Oh, ça va, hein. Très bien. Merci beaucoup, Aïcha. Voilà, les gens, ils sont loin. Enfin, je veux dire, je suis responsable. Donc, je fais attention. D'accord. Vous habitez où dans le Maine-et-Loire? Vous habitez où? Aïcha, vous habitez où en Maine-et-Loire? À Angers. À Angers, d'accord. Très bien, très bien. Merci, Aïcha. À bientôt. 01 40 33 9000. Nadia, on t'a pas beaucoup entendu. Non, sur ce qui vient d'être dit là. Parce que bon, Rudy a eu un vrai coup de gueule. Hein. On était là, on a entendu. J'étais vraiment à côté, mon oreille avait boum. mais non, je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas assez de recul et on joue sur la peur des uns et des autres. Hein. Et on a le droit d'avoir une opinion différente et on a le droit d'avoir enfin.
d'avoir justement un droit de regard sur la santé de nos enfants. Je suis vaccinée. Et je me suis vaccinée alors que j'y ai vraiment pensé très 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 longtemps. J'étais pas convaincue. Et ensuite, j'ai eu des arguments me concernant vis-à-vis de proches, notamment ma mère qui pour la protéger. Pour la protéger. Ouais. Et voilà, donc c'est fait. Maintenant, mon fils, je ne veux pas qu'il soit vacciné. D'autres personnes, je ne veux pas qu'il soit vacciné. Mais je me dis que c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités et d'arrêter de nous infantiliser parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les outils pour être rassurés. D'accord. Quand on voit Buzyn et compagnie... mise en examen. Voilà. Buzyn. Alors, Mounir, et pour finir sur ce débat... On n'en parle pas beaucoup, hein, ça on en a parlé Non, on en a parlé ici, bien sûr que non, si. je parle de façon générale. Mounir, il nous appelle d'Antony en région parisienne. Mounir, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Oui, alors vas-y, conclue ce débat, s'il te plaît, Mounir. Alors écoute, en conclusion, Christophe, ça va être très simple. Tout le monde sait que les enfants risquent rien avec... généralement, ils ne risquent rien avec le Covid, on est bien d'accord? Oui. Bon, ok. Alors, le fait de les vacciner, on est bien d'accord que ça ne les empêchera pas, s'ils sont contaminés, de transmettre le virus, on est bien d'accord? On est d'accord jusque-là. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on me dise à ce moment-là, pourquoi les vacciner dans ces cas-là? Aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement débile. Bon. Si c'est pas pour enrichir encore plus le laboratoire Pfizer, franchement, quel intérait? C'est juste pour savoir s'il y a un groupe de moutons. Moi, je dirais. Merci Mounir, merci. D'ailleurs, stop. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que... Stop, j'ai dit. Rapidement, juste... Non, mais j'ai un vaccin... moi, t'es fou, Audi. 2 secondes, j'aurais déjà fini. Le vaccin chez les enfants ne change rien à la situation des enfants eux-mêmes. Sans le vaccin, ils peuvent ne pas faire de forme grave et même être asymptomatiques et transmettre le virus. Et avec le vaccin, c'est pareil, ça ne change rien. Donc du coup, quel est le principe actif dans le vaccin qui permet d'endiguer la pandémie chez les enfants? Rien. Merci Rudy. Dans un instant, coup de gueule ou coup de cœur, Nadia Sherif, Rudy Kazi, Ali, sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 pour conclure avec Nadia Sherif, Rudy Kazi et Ali sur les coups de gueule et coups de cœur. Je rappelle le principe, 1 minute, pas une seconde de plus, pour nous livrer votre coup de gueule et coup de cœur, Nadia. Oui. Pour commencer. Merci. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Top chrono. Alors, me concernant, mon coup de gueule, et puis coup de cœur, c'est le fait d'avoir la gratuité des transports en commun pour les jeunes Parisiens. C'est très bien, mais il faudrait l'élargir. Parce qu'on parle du pass Navigo et on dit justement que c'est très très bien et ça permet aux uns aux autres de pouvoir circuler et un budget aussi pour les familles, mais il n'empêche qu'il n'a pas été élargi à l'ensemble de l'Île-de-France. Moins d'1 minute, c'est parfait pour le coup de gueule et coup de cœur de Nadia Sherif. Pour voir si Rudy Kazi va réussir l'exercice. On va parler de Zemmour, je crois. Oui. Allez, c'est parti, top chrono. Donc Éric Zemmour qui a sorti son livre qui se vend très très bien en ce moment, a fait l'objet donc d'une dédicace de son livre dans une librairie. Et il se trouve que cette librairie a reversé tous les bénéfices de cette dédicace à une association qui s'occupe de l'installation des migrants, qui aide les migrants à s'installer en France. Et donc j'ai trouvé que c'était assez marrant. Donc pour moi c'est un coup de cœur. Et ça se passe à Sully-sur-Loire, dans le Loiret, dans le 45. C'est chez moi ça. Tout à fait. Merci Rudy, bravo. T'as plus que respecté le timing. Mon cher Ali, on va parler de quoi? On va parler aussi du monsieur là qui vient de sortir un livre là qui visiblement se vend très très bien. Très bien, top chrono. Alors donc en fait si je comprends bien, je dois devenir schizophrène, donc je m'appelle Ali à la maison, je vais m'appeler Eric dehors. En fait, grâce à Éric Zemmour, j'ai pris conscience qu'effectivement je suis quelqu'un de très important. Et donc aujourd'hui, je me dois de m'impliquer et je demande à tout le monde de s'impliquer de plus en plus dans la vie, surtout la vie associative et la vie politique. Car d'après Éric Zemmour, on va bientôt prendre le pouvoir. Donc faut qu'on s'y prépare tout de suite. Oui. Merci beaucoup Ali pour ce petit coup de gueule, coup de cœur. Bravo, vous avez tous respecté le timing. Je vois que franchement il y a des bons élèves dans le LGF, c'est parfait. On subit tellement de pression. Je ne répondrai pas à cette attaque venue de nulle part. Demain on sort demain. Ça y est, on est autorisé à sortir demain. On va au Cabaret Sauvage, les gars. Demain à 16h, on sera au Cabaret Sauvage pour le spectacle Ne me libérez pas, je m'en charge, qui d'ailleurs se joue pour les 5
dernier jour, au Cabaret Sauvage, spectacle de Méziane Azaïch. On sera à la rencontre de tous ceux qui font le spectacle demain. On assistera aux répétitions, on aura même droit à des petits morceaux en exclu total sur France Maghreb 2 demain. On sera de sortie donc au Cabaret Sauvage pour le LGF, bien entendu. On va parler des Ouïghours avec la représentante des Ouïghours qui sera notre invité jeudi. Il y aura notre ami Yasser Louati, il y aura Tarak Sassi et Nadir Kaya jeudi. Et puis vendredi, il y aura du monde aussi. Voilà. Donc sur France Maghreb 2, restez avec nous. Bien entendu, tous les jours, 16h, 18h. Merci beaucoup. Bon, dites donc, vous allez regarder le débat Mélenchon-Zemmour, hein?